Ok, au chapitre 1, on parle des lignes de symétrie, enfin on parle de la géométrie en général. Donc il faut comprendre ce que c'est une ligne de symétrie. C'est une droite qui divise une figure en deux parties et les deux parties sont égales, c'est-à-dire qu'elles peuvent se superposer. La ligne de symétrie, on appelle ça aussi l'axe de réflexion. Donc si on regarde à la figure A, j'ai tracé l'axe de symétrie ou l'axe de réflexion au milieu horizontalement. Et si je prends ce papier, je le découpe et je plie, je sais que la partie d'en haut va être exactement la même que la partie d'en bas. Donc c'est ça un axe de symétrie, c'est quand la figure peut être découpée en deux parties, puis si on plie, ça va être exactement la même chose. À la figure B, j'ai mon axe de symétrie qui est vertical. Donc même chose, je dessine le côté rouge à gauche, le côté vert à droite, et on voit que c'est exactement la même figure. Mais il y a aussi un axe horizontal, comme on peut le voir ici. Donc si je coupe la figure de façon horizontale, on voit que le haut vert et le bas rouge, c'est exactement la même chose. Donc dans cette figure, il y a en fait deux axes de symétrie, alors que dans la figure 1A, désolé, il n'y avait qu'un axe. À la figure C, il y a encore plus que deux axes. Donc le premier que je viens de tracer, on voit encore une fois les deux côtés avec les couleurs, ça aide à voir que c'est exactement la même chose. Il y a un axe horizontal, mais il y a aussi deux axes obliques. Oblique veut dire de travers, donc horizontal et vertical, en haut, en bas et de gauche à droite, et ensuite de travers. Il y a donc quatre axes. À la prochaine page de votre manuel, l'exemple 2, on demande de compléter le dessin. Donc on ne te donne pas tout le dessin, on te donne que la moitié, on te donne l'axe de symétrie, et on te demande de dessiner. Donc ce que j'ai fait en A, c'est que j'ai retracé mon axe, j'ai fait la même chose que tout à l'heure, j'ai mis en vert le premier côté que j'ai, et en rouge, j'ai fait une estimation de ce que devrait être mon dessin quand je l'aurai complété. Je ne l'ai pas fait exactement. Il y a deux méthodes pour le faire de façon parfaite. La méthode 1 qu'on vous explique dans votre livre, c'est-à-dire celle du papier. Donc tu prends ton papier, tu le plies en deux, tu dessines avec ton crayon la figure qu'on te donne en A, la figure bleue. Tu prends tes ciseaux, tu coupes sur cette ligne et quand tu déplies, excusez-moi, c'est allé trop vite, quand tu déplies, tu vois que ça fait exactement ce que j'avais estimé en A. Donc ça fait une espèce de maison là, de travers. La deuxième façon de le faire, c'est avec du papier quadrillé. Donc je vais aller un peu moins vite là. Donc avec du papier quadrillé, tu mets ta ligne de symétrie. Ensuite, tu commences à tracer le dessin que tu as déjà. Et tu fais exactement la même chose de l'autre côté de la ligne, comme un miroir. Donc là, en rouge. Donc ma figure en vert, c'est la figure que j'ai déjà dans le livre. Et en rouge, je fais la même chose de l'autre côté de la ligne. Si je compte, j'ai exactement les mêmes nombres de carreaux de chaque côté. Pour la deuxième figure qu'on me proposait dans votre livre, je l'ai dessinée ici à gauche en noir, je la retrace en vert et à chaque fois que je fais en vert d'un côté, je vais faire le rouge du côté opposé. Donc si j'ai deux carreaux qui vont à gauche, j'ai deux carreaux qui vont à droite, de l'autre côté de l'axe de symétrie. Ensuite, je monte de 4, je me déplace de 2, je redescends de 10, je reviens vers l'axe de symétrie de 2 carreaux, je remonte de 4 et je me rends jusqu'à l'axe de symétrie avec 2. Ma figure finale forme un H. Ensuite, excusez-moi, ça va un petit peu vite. Donc si je lis les concepts clés, donc ce qu'on vient juste de voir, en fait c'est une espèce de grosse révision de la 7e année et des années de primaire avec le miroir rouge, vous saviez, quand vous mettiez le miroir rouge pour pouvoir tracer de l'autre côté. Donc c'est juste une révision. Il y a symétrie linéaire. Linéaire veut dire qu'il y a une ligne. À chaque fois qu'on peut séparer la figure ou un motif en deux moitiés identiques à l'aide d'une ligne. La ligne s'appelle la ligne de symétrie ou aussi l'axe de réflexion. Donc, dans les exemples qu'on vous donne ici,
on refait des exemples. Donc le losange jaune, il a un axe de symétrie vertical, puis horizontal. Là, j'ai pas fait les couleurs vertes et rouges. Il a aussi un axe en diagonale, oblique d'un côté et oblique de l'autre, donc il a 4 axes de symétrie. La figure d'à côté, l'espèce de V, n'a qu'un axe de symétrie au milieu, de façon verticale. Le L a 0 axe de symétrie. Tu peux essayer de plier le papier n'importe comment. Le L ne peut pas être plié pour se superposer. La deuxième figure a 2 axes de symétrie, horizontale et verticale. Et la fleur, elle est un peu plus complexe. La fleur a 16 axes de symétrie. Donc, la première, facile, tu fais la ligne dans le milieu. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de séparer chaque pétale, la pétale d'en haut et la pétale d'en bas. Tu viens de les séparer en deux. Donc, tu fais ça avec chacune des pétales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 axes qui séparent les pétales en deux. Et si tu plies là-dessus, la fleur va exactement se superposer. Mais tu peux aussi faire un axe au milieu de 2 pétales. Si tu prends le temps d'imaginer que tu plies le papier, tu vas voir, ça se superpose aussi. Et tu fais ça tout le tour. Et ça en fait encore 8. 8 et 8, 16, donc il y a 16 axes de symétrie. Tu peux aussi compléter ce qu'ils disent là en bas du tableau. Tu peux compléter un dessin symétrique en le pliant le long de la ligne et en coupant. Et en reproduisant la moitié déjà tracée de l'autre côté du pli. Les moitiés opposées sont des images miroirs. Oups. Donc voilà. Donc l'idée du miroir, ok? Si tu veux pratiquer ça, tu peux aller dans ton livre, page 12-13, numéro 4 à 8, puis numéro 9, 12 et 13, et ensuite page 14, numéro 15, 17 et page 15, numéro 19. Ça, c'est dans le livre de 9e année. Ok. Maintenant, ce qui est nouveau en 9e année, c'est au niveau de la rotation, donc le fait de tourner un objet. Tu vas apprendre ce que c'est l'ordre de rotation et l'angle de rotation. Donc on va d'abord définir ces deux mots-là, puis ensuite on va faire des exemples. Donc, c'est allé encore trop vite. Okay. L'ordre de rotation, c'est un nombre, c'est le nombre de fois, qu'une figure tourne et se superpose sur elle-même dans un tour complet. Tandis que l'angle de rotation, c'est la mesure de l'angle pour arriver à la première superposition, quand la figure se superpose sur elle-même. Donc si tu prends le drapeau, c'est le drapeau de la Jamaïque. Imagine que tu le prends là, avant qu'on continue le cours. Si tu le prends et tu commences à le tourner, comme une aiguille, voyons, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc tu commences à tourner le drapeau. À un moment donné, il va être exactement le même que maintenant, qu'au début. Et l'angle de rotation, c'est quel tour est-ce que tu as fait? Combien de degrés est-ce que tu as tourné pour que ça se superpose? L'ordre de rotation, par contre, c'est combien de fois ça va se superposer avant que tu reviennes à ta figure initiale, ça veut dire avant que tu aies fait un tour complet. Donc, si je tourne ce dessin de 180 degrés, c'est-à-dire un demi-tour, il a la même forme qu'au début. Même les couleurs et la forme sont pareilles. Donc, dans un tour complet, le dessin se superpose 2 fois. Donc, l'ordre de rotation, c'est 2. Et l'angle de rotation, c'est 360 divisé par 2, c'est-à-dire 180. Là, j'ai mis mes couleurs pour relier les choses ensemble. Donc le drapeau, je le prends. Si je le tourne, je ne sais pas si je pourrais le faire de... Attendez, quand j'enregistre, je ne sais pas si c'est possible. Je vais essayer. Ok. Donc si je prends le drapeau et ça me... Ah oui, ça marche. Ok. Et je le tourne.
là, j'ai fait un demi-tour. Un demi-tour, c'est 180 degrés. Et ensuite, je le tourne encore. Et hop, j'ai fini mon tour complet. Donc, 2 fois. La première fois à 180 degrés, la deuxième fois quand je suis revenue en place. 2 fois, le drapeau s'est retrouvé dans la même position, donc il s'est superposé. Ça veut dire que l'ordre de rotation était 2. Et l'angle de rotation, c'est la première fois qu'il s'est superposé. J'avais déjà fait 180 degrés. Et la façon facile de le calculer, c'est juste 360 degrés, c'est le tour au complet, divisé par 2 parce que j'ai un ordre de rotation de 2. Pour le pentagone, donc j'ai mis des couleurs normalement. Ok. Voilà. Donc j'ai mis des couleurs. Donc tu vois le point en haut, je l'ai mis en vert pour que quand je tourne, tu vois où il est rendu. Donc si je le tourne une fois, ce pentagone, je vois que mon point vert est rendu à droite. Et là, je m'arrête. La figure, elle est exactement la même. Tu le vois là. Je l'ai tournée pourtant, mais elle est exactement la même. Donc ça veut dire que l'angle que j'ai fait, ce tour-là, cet angle-là que je dessine en ce moment, ça c'est mon angle de rotation. Parce que c'est l'angle que je fais quand la première fois ça se superpose. Ensuite, j'ai pas fini mon tour complet là, parce que le point vert, il n'est pas de retour en haut. Donc je tourne encore ma figure. Donc je tourne une deuxième fois ma figure. Puis je tourne une troisième fois. Vous m'excuserez, mon pentagone a disparu, je sais pas pourquoi. Je tourne une quatrième fois, une cinquième fois, et il faut que je tourne une cinquième fois, pardon, pour que mon point vert se retrouve encore à la place d'en haut, comme au tout début. Ça veut dire que dans ce dessin-là, j'ai un ordre de rotation de 5, parce que j'ai fait 5 superpositions dans un tour complet. Donc mon 360 degrés, je le divise en 5, et ça me donne mon angle de rotation, 72 degrés. Donc je tourne une fois, je tourne 72 degrés, 72 degrés encore, 72 degrés encore, 72 degrés encore, 5 fois, et j'aurai fait un tour complet. Donc mon ordre de rotation est donc 5. Pour ce losange, mon ordre de rotation, donc je répète, ça veut dire combien de fois la figure se superpose dans un tour complet. Si tu essaies de le tourner, tu vas te rendre compte que c'est juste une seule fois. Donc l'ordre est 1. Et mon angle de rotation, c'est quand la figure se superpose. J'ai fait un tour de combien, de quel angle en degrés. Et dans cette figure-là, seulement 360, puisque quand je la tourne, elle ne se superpose jamais, sauf à la fin, quand j'ai fini mon tour. Donc j'ai fait 360 degrés. Pour pratiquer tout ce qu'on vient de voir, IXL E8, 9 et 10. Un petit rappel des transformations, parce que ça fait longtemps, le primaire. Donc la translation, c'est quand on déplace une figure, elle ne change pas de forme. La symétrie, c'est comme s'il y avait un miroir, donc c'est exactement la même forme, mais à l'envers, on peut dire. Et la rotation, c'est quand ça tourne. Dans aucun des cas, là, la figure ne change. Elle ne change pas. Okay, elle est juste déplacée d'une façon ou d'une autre, mais elle ne change pas. Pour pratiquer ça, si jamais votre mémoire vous fait défaut, IXL en 9e année, toujours E26, peut vous aider à vous rappeler de ces concepts. Dans la symétrie, donc ça veut dire la réflexion, le miroir, il y a une symétrie linéaire ou de rotation. Donc la symétrie linéaire, je la dessine avec ma petite maison, là, avec la ligne. La symétrie de rotation, c'est dans mon symbole de recyclage. Il n'y a pas d'axe de symétrie, mais on peut superposer la figure en faisant une rotation de 1/3 de tour. Donc, j'ai mis ma petite flèche d'en haut, je l'ai mise en rouge. Si je tourne ma figure, oups, sérieusement, un instant.
Si je tourne ma figure, ma flèche rouge qui était en haut se retrouve en bas. Et je peux le faire 3 fois, donc c'est pour ça que je dis que je peux la tourner d'un tiers. Donc, à gauche, ma figure a une symétrie linéaire parce que je peux tracer une ligne, plier le papier, et oh, c'est pareil du côté gauche que du côté droit. Par contre, avec mon image de recyclage, je ne peux pas faire un axe au milieu, ça ne va pas se superposer. Par contre, ça se superpose si je la tourne. Et elle se superpose même 3 fois, donc elle a un ordre de rotation de 3. La symétrie peut aussi être les deux, c'est-à-dire elle peut être linéaire, mais aussi une symétrie de rotation. Donc je vous donne un exemple, une fleur. Là, dans cette fleur, j'ai 6 axes de symétrie, mais si je la tourne, je peux faire aussi 6 rotations, donc avec un ordre de 6. Donc cette fleur a une symétrie linéaire, elle en a 6, et elle a aussi une symétrie de rotation. Donc dans votre livre, on récapitule tout ça avec 3 figures. La première, son genre, c'est une symétrie de rotation, donc c'est le même symbole de recyclage que j'avais tout à l'heure. Donc on peut faire 3, donc l'ordre de rotation est 3. L'angle de rotation, 360 divisé par 3, ça veut dire 120 degrés. Donc quand je tourne, la première fois que je superpose la figure, j'ai fait 120 degrés. Ensuite, dans la deuxième figure, la figure avec les boules là, bleues, j'ai une symétrie verticale, donc j'ai fait la ligne verte. Et je n'ai pas de symétrie de rotation parce que quand je tourne, disons qu'il y a un ordre de rotation de 1, c'est-à-dire il faut que je fasse un tour complet avant de revoir la même figure. Donc l'angle de rotation est 360. Quand c'est comme ça, on ne dit pas que c'est une symétrie de rotation. Okay. Dans la troisième figure, la figure jaune, c'est une symétrie de rotation et une symétrie linéaire. Donc il y a un axe vertical, vert, là, que j'ai dessiné. Il y a un axe horizontal, donc il y a 2 axes de 2 symétries linéaires. Et ensuite, si je tourne ma figure, donc je fais un demi-tour complet, un 180, je me rends compte que ma figure se superpose et je fais un autre 180 et elle se superpose encore, donc son ordre de rotation est 2 et l'angle de rotation 360 divisé par 2, ça veut dire 180 degrés. Et on voit que la première fois que je tourne, ça fait bien, 180 degrés. Pour pratiquer, dans le livre, pages 21 et 22 au complet, page 23, numéro 13 et 14 seulement, et page 24, numéro 18. Oups, pardonnez-moi. Ok. Maintenant, au chapitre 1, on revoit aussi l'aire de la surface. Je fais un rappel parce qu'on l'a beaucoup vu en 8e année. L'aire, c'est un nombre de carrés. Donc cette figure, par exemple, a une aire de un certain nombre de carrés. Et si je compte, il y a 13 carrés. L'aire de la surface, c'est l'aire de toutes les figures, de toutes les faces d'une figure en 3 dimensions. Ça veut dire qu'il faut d'abord découper la figure, il faut d'abord la développer pour voir combien de faces il y a et calculer l'aire de toutes les faces avant de trouver l'aire totale de la surface. Donc, ok. Je prends l'exemple directement de votre livre. Donc si on te demande de trouver l'aire de la surface d'un objet comme ça, bizarre, avec un trou dedans, vas-y étape par étape. Donc là, j'ai colorié en haut, le dessus, j'ai dit c'est ma face 1. Donc là, je vous fais en jaune. Voilà. Donc je vais calculer cette aire-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 20 fois 24. Ça me donne 480. Mais ça, c'est l'aire de tout le rectangle. Maintenant, il faut que j'enlève la partie rouge. Parce que l'aire de la face 1, c'est un L. Donc j'enlève l'aire de ce carré rouge, c'est-à-dire 16 fois 8. Ça, c'est l'aire du rouge. 16 fois 8, ça fait 128. Donc, de mon 480, il faut que j'enlève 128. Ça me donne 352 carrés.
Ensuite, la deuxième figure, la deuxième face que j'ai choisie, c'est la face que je colorie en ce moment sur le dessin. Je l'appelle numéro 2. Elle mesure 8 x 16. Ça veut dire 128. Donc là, j'ai décidé de mettre en rose mes réponses finales. Donc la face 1 mesure 352 carrés, la face 2 mesure 128. Je continue. La face 3, je décide que c'est la face, l'autre L, qui est dessinée ici. Donc ça veut dire la partie jaune. Je fais donc 20 x 15, ce qui me donne 300. Et j'enlève, comme tout à l'heure, la partie rouge qui est 8 x 8, qui est 64. Donc j'enlève 64. Ça veut dire que ça fait une aire de 236. Ensuite, ma troisième figure, c'est le petit morceau, le petit carré, qui est de 8 x 8, c'est-à-dire 64. Ma prochaine figure, c'est la figure du côté droit. Cette figure-là, je calcule d'abord tout le rectangle, c'est-à-dire 24 x 15. Alors là, vous voyez, le 15 n'est pas écrit, donc il faut réfléchir. Il faut que tu dises la hauteur de cet objet-là. C'est bien 15. Ensuite, tu enlèves le rouge, donc 8 x 16, 128. Donc 360 moins 128, ça donne 232. Où est-ce que je suis maintenant? La prochaine figure, c'est donc celle que je suis en train de colorier, là, la figure 6. Elle mesure 8 x 16, ce qui veut dire 128. Maintenant, c'est pas toute ma figure, c'est tout ce que je vois là. Mais je comprends que de l'autre côté, là je suis en train de faire une flèche, il y a une face là aussi, du côté gauche. Donc je vais l'appeler la face 7. Et donc tu vois, je l'ai dessinée là. La face 7, c'est donc 24 x 15. J'ai la face 8 qui est de l'autre côté. Je ne sais pas comment mieux vous l'expliquer là, il faut regarder, je l'ai colorié. Là, je colorie par-dessus, mais vraiment c'est derrière. Ça mesure 20 x 15. Et ensuite, il y a la figure d'en dessous, la face d'en dessous. Et ça, c'est 24 x 20. Donc, je calcule tout ça, je prends mes réponses. Voilà. Et à la toute fin, il faut additionner toutes ces réponses-là. Donc là, j'efface pour me faire un peu plus d'espace. Donc, on additionne l'aire de toutes les faces pour trouver l'aire de la surface. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9. Je remplace mes nombres. Et au total, ça me donne 2280 cm². Tu vois, j'ai encerclé le petit 2 pour dire que c'est un centimètre carré. Okay? Parce que l'aire est un nombre de carrés. Pour pratiquer l'aire de la surface, et mon Dieu, c'est très important de pratiquer ça, que vous soyez en maths l'année prochaine 10-3 ou 10C, et ensuite vous allez en tirer 1, 2, 3, je vous jure, ça revient dans tous les programmes jusqu'à la 12e année, l'aire de la surface. Donc apprenez bien, IXL E17-18, et dans le livre, page 32-33 au complet. Voilà, bonne chance!